thermiques peuvent s'effectuer dans la nature, c'est-à-dire comment une certaine quantité d'énergie que l'on note régulièrement Q en thermodynamique pourra s'échanger entre deux systèmes. Mais nous n'avons pas encore vu à quelle vitesse ce transfert thermique pouvait se faire. Nous allons donc définir la notion de flux thermique. C'est très important dans le bâtiment, puisque dans le bâtiment, comme nous allons le voir, chaque matériau est caractérisé par ce que l'on appelle une résistance thermique. Et par analogie avec ce que vous avez déjà vu en électricité, avec une résistance électrique et une conductivité électrique, nous allons également définir ce que l'on appelle une conductivité thermique. Donc, qu'est-ce que le flux thermique? Alors, le flux thermique, c'est un débit d'énergie. Un débit d'énergie, cela représente donc la quantité d'énergie que nous avons transférée en un temps donné. Pour calculer le flux, donc, c'est le rapport entre la quantité d'énergie échangée divisé par le temps que cela a pris. La quantité d'énergie étant joules, le temps est en secondes, donc le flux thermique phi est en joules par seconde, c'est-à-dire en watts. Quels sont les paramètres qui vont influencer donc ce flux thermique? Si nous reprenons nos exemples dans les habitations, plus la surface de mur à isoler sera importante et plus notre flux thermique sera important. De la même façon, si nos épaisseurs de mur que nous souhaitons isoler est importante, alors le flux thermique, plus cette épaisseur sera importante et plus ce flux thermique sera faible. Le matériau utilisé, qui est donc caractérisé par ce que l'on appelle une conductivité thermique, et plus ma conductivité thermique est importante, plus mon flux sera important. Si ma conductivité est importante, alors mon matériau n'est pas un bon isolant. Et enfin, la différence de température entre ma maison et le milieu extérieur. Plus cette différence de température sera importante et plus le flux thermique sera important entre l'intérieur de ma maison et l'extérieur. Au final, donc, nous avons notre flux thermique phi qui est donc proportionnel à la conductivité thermique du matériau, à la surface du mur à isoler, à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, mais qui est inversement proportionnel à l'épaisseur du mur à isoler. Au niveau des unités, nous avons vu que le flux thermique est en watts. Nous savons que l'épaisseur d'un mur se mesure en mètres, que la surface en mètres carrés. Une différence de température s'exprime en Kelvin. Pour que cette expression soit homogène, nous en déduisons que la conductivité thermique doit être en watts par mètre et par Kelvin. Je vous invite à refaire chez vous cette analyse dimensionnelle. Il existe beaucoup de normes dans la construction et ces normes donc permettent aux propriétaires des maisons de bénéficier donc de labels d'éco-construction. Et lorsque nous regardons un petit peu attentivement les matériaux utilisés, tous parlent de résistance thermique. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons de transfert thermique. Quel est le lien entre transfert thermique et résistance thermique? Tout d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que la nature n'aime pas les différences et que le transfert thermique est dû à une différence de température entre mon système et le milieu extérieur. Par analogie avec l'électricité, si vous avez un débit d'électrons, c'est-à-dire une intensité électrique, c'est parce qu'il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension entre deux points. Le transfert thermique va donc se réaliser, on vient de le voir, à une certaine vitesse, que l'on appelle le flux thermique et que l'on note phi. Par analogie en électricité, cette vitesse représente le débit de charge électrique dans les fils, et c'est-à-dire ça représente l'intensité du courant électrique. Donc, nous avons une cause, une différence de température, nous avons un phénomène qui est donc un flux. Lorsque nous reprenons l'expression précédente, nous pouvons donc exprimer la
différence de température en fonction du flux. Et par analogie avec la loi d'Ohm, qui donc s'écrit U est égal à une résistance fois une intensité, nous en déduisons ici que le rapport de l'épaisseur divisé par la conductivité fois la surface du mur représente la résistance thermique de mon habitation. Lorsque vous réfléchissez pour un projet immobilier, donc vous allez rechercher les matériaux isolants pour isoler votre habitation et sur le matériau isolant, il est indiqué donc une résistance thermique par unité de surface, c'est-à-dire une résistance thermique surfacique. Pour obtenir cette résistance thermique surfacique, donc nous devons diviser la résistance thermique totale de l'habitation par la surface des murs. Maintenant que nous avons vu comment nous pouvons caractériser les transferts thermiques, comment ils pouvaient s'opérer, regardons un petit peu les grandes lois de la physique qui vont régir ces transferts thermiques. Faisons un petit bilan d'énergie sur notre système. Nous venons de définir, nous avons travaillé avec l'énergie interne de notre système, qui représente donc la somme des énergies cinétiques microscopiques et des énergies potentielles microscopiques de mon système. Je connais également l'énergie mécanique, qui elle représente plutôt des grandeurs macroscopiques. Lorsque j'additionne l'énergie interne et l'énergie mécanique, j'obtiens l'énergie totale de mon système. Et donc, ceci, avec les symboles fréquemment utilisés, nous obtenons donc la relation suivante. Nous allons nous intéresser à des transformations que vont subir mon système. Et au cours de ces transformations, mon système va échanger avec le milieu extérieur. En échangeant avec le milieu extérieur, mon système peut recevoir ou céder plusieurs formes d'énergie possibles avec le milieu extérieur. Il peut par exemple recevoir ou céder de l'énergie chimique sous la forme d'une combustion. Il peut également céder ou recevoir une énergie électrique ou une énergie mécanique ou, comme on vient de le voir, une énergie thermique. Il existe plusieurs principes dans la thermodynamique, comme il existe plusieurs lois en mécanique, et en thermodynamique, nous parlons de principes. Et le premier principe que nous allons voir aujourd'hui, et cette année en terminale, c'est un principe de conservation de l'énergie. La variation d'énergie totale de mon système est égale au transfert d'énergie que mon système reçoit de la part de l'extérieur. Des transferts d'énergie sous forme électrique, chimique, thermique, mécanique, tout ce que vous voulez. C'est la somme de tous les transferts thermiques qu'il reçoit. Et donc, le premier principe s'énonce de la façon suivante. Lors d'une transformation, la variation d'énergie totale de mon système est égale à la somme des travaux et des transferts thermiques que mon système reçoit. Regardons maintenant attentivement sur un exemple que vous connaissez bien. C'est celui du frigo. À l'intérieur de votre frigo, vous avez ce qu'on appelle un fluide thermique ou un fluide caloporteur qui va donc nous permettre d'effectuer les transferts thermiques entre ce fluide et l'extérieur et ainsi donc permettre donc de refroidir les aliments à l'intérieur du frigo. Donc, pour fonctionner, nous avons besoin d'un compresseur qui va donc comprimer notre fluide électrique. Ce compresseur, pour fonctionner, il a besoin donc d'énergie électrique, il est relié au secteur, il reçoit donc un travail électrique que j'ai noté WE. Ce compresseur, il va donc par rapport à mon fluide thermique, mon compresseur va donner du travail mécanique en comprimant mon fluide. Et mon fluide thermique, lui, il va recevoir des aliments qui se situent à l'intérieur de mon frigo, il va recevoir une certaine quantité d'énergie que j'ai notée Q2, et il va céder au milieu extérieur, il va céder une certaine quantité d'énergie que j'ai appelée Q1. Pour vous en persuader, faites attention,
mais vous pouvez toujours glisser votre main à l'arrière de votre frigo et vous verrez que c'est une région qui est très chaude. Voilà, le fluide thermique, derrière le frigo, il échange de l'énergie sous forme thermique avec le milieu extérieur. Et donc, globalement, sur l'ensemble de toutes les transformations que reçoit mon système, qui est le fluide thermique, la variation d'énergie de mon fluide thermique est égale à toutes les formes de travail et d'énergie qu'il reçoit, c'est-à-dire le premier principe me permet d'écrire que la delta E est égale à W plus les deux transferts thermiques. Nous l'avons vu, donc pour faire un bilan d'énergie, nous devons considérer toutes les formes d'énergie de notre système, microscopiques et macroscopiques, mais très souvent, la situation physique que nous étudions nous permet de négliger les variations d'énergie macroscopiques, telles que notamment donc l'énergie cinétique et les variations d'énergie potentielle de notre système à l'échelle macroscopique. Si par exemple nous étudions donc les transferts thermiques de l'eau de notre piscine, si vous avez la chance d'en avoir une, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous étudiez donc les variations d'énergie interne, d'énergie totale de l'eau de la piscine, et ben votre eau au cours d'une journée, d'un point de vue macroscopique, elle n'a pas de variation d'énergie cinétique puisqu'elle n'a pas de mouvement d'ensemble, elle reste toujours à la même place. Même si d'un point de vue microscopique ça bouge, mais d'un point de vue macroscopique ça ne bouge pas. Et bien sûr, elle reste toujours à la même hauteur. Donc, nous n'avons pas de variation d'énergie potentielle. Donc, vous voyez qu'avec cette hypothèse, notre premier principe de la thermodynamique se simplifie, puisque dans ce cas-là, la variation d'énergie totale est simplement égale donc à la variation d'énergie interne. Et par application du premier principe, donc, la variation d'énergie interne de notre système est égale à la somme du travail et des transferts thermiques que reçoit mon système au cours de la transformation. Allez, petit point méthodologique en cette fin de chapitre. Donc, comment résoudre un système en thermodynamique? Toujours bien définir et bien caractériser le système étudié, c'est-à-dire déterminer sa nature, sa masse, ainsi que dans quel état se situe notre système. Nous devons également caractériser la transformation qu'il subit. Est-ce une élévation de température, une diminution de température? Quand les transformations seront un peu plus compliquées, alors nous regarderons un petit peu plus en détail s'il y a un changement d'état. Nous allons ensuite donc calculer tout d'abord la variation d'énergie interne de mon système. Nous avons vu une formule dans le cas où mon système est un solide ou un liquide qui subit une variation de température. Nous allons ensuite regarder avec quel système mon milieu va interagir, c'est-à-dire avec quel sous-système le système étudié va échanger des transferts thermiques. Je vais essayer de quantifier ces transferts thermiques. Et enfin, à l'aide du premier principe, je ferai un bilan énergétique. Petit exemple, un chauffe-eau qui serait chauffé, dont l'eau serait chauffée par tout d'abord un capteur solaire. Et également, donc, si jamais le soleil venait à manquer, nous disposons donc également d'une énergie d'appoint. Donc, je vous donne ici les caractéristiques de la puissance solaire qui est reçue. Je vous donne également les caractéristiques de mon ballon d'eau chaude, où l'eau, bien sûr, elle est liquide. Et je vous donne ici les caractéristiques de ma transformation, ainsi que les caractéristiques de mon système, qui est l'eau de mon chauffe-ballon. Et je vous demande donc de calculer le rendement du chauffe-eau, et pour cela, vous devrez donc faire un bilan d'énergie. Cet exemple constitue donc une application bilan de ce chapitre, et je ferai la correction lors de la visioconférence de vendredi. Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt. Au revoir.